Bonjour et on se retrouve aujourd'hui dans un Facebook Live portant sur les addictions. Et aujourd'hui, nous sommes en présence des volontaires de l'association Addiction France. Et, euh, et Mathilda, t'as quelque chose à rajouter? Oui, alors, avec l'arrivée de l'été et la réouverture des bars et des restaurants, la consommation de l'alcool et aussi des drogues augmente. Donc aujourd'hui, nous allons vous donner des conseils et astuces pour éviter les abus cet été et on répondra aussi à vos questions. Donc, je vais laisser à nos volontaires le soin de se présenter. Bonjour, moi c'est Samuel, du coup j'ai 24 ans et du coup je suis en service civique à Addiction France et je suis là avec Kylian, donc bonjour à tous. Moi j'ai 20 ans, je suis un peu plus jeune. Et donc aujourd'hui, on va vous parler des addictions, de ce qu'on fait dans tout notre service civique, donner des petits conseils, ça peut toujours être utile et au pire répondre à vos questions, c'est déjà pas mal. C'est ça, c'est ça. Est-ce que vous pouvez nous présenter un peu l'association, votre association Addiction France? Ah oui, carrément. Du coup, donc l'association Addiction France, avant, enfin jusqu'à 2021, avant 2021 en tout cas, elle s'appelait ANPA. Du coup, peut-être que les gens la connaissent mieux sous ce nom-là. Et en fait, c'est une association qui a un centre de soins, que SAPA en fait, qui est un centre où les gens peuvent venir s'ils ont des problèmes avec leur consommation ou des problématiques d'addiction. Et c'est gratuit et anonyme. Et ils peuvent aller voir des professionnels comme des professionnels de santé, comme des médecins ou des infirmiers, de santé mentale aussi, comme des psychologues, des psychiatres, et aussi des personnes dans le métier dans le social, mais comme des assistantes sociales ou des éducatrices. Et donc ça, c'est un des côtés du coup de l'association. Et l'autre côté, c'est aussi le côté prévention, du coup où on va faire de la prévention auprès de plusieurs publics différents, de publics scolaires, étudiants, professionnels en entreprise par exemple, ou même aussi dans le milieu carcéral. Et du coup après, ben aussi du coup, Action France a des services civiques. Du coup, Kylian va vous présenter un peu plus nos missions. Voilà, et donc nous, on va être donc plus du côté prévention quand même, et on va se diviser en 3 missions principalement. Il y a donc la mission usager où il y a la moitié des services civiques du groupe de 8 qu'on est. Qui va donc faire cette mission qu'on appelle usager, où on va essayer de trouver des activités pour donc les personnes qui sont dans le centre de soins, que ce soit pour des balades culturelles. On a fait une salle de jeu, on a plein de petits projets assez sympas. Et donc là où on va être Samuel et moi, donc dans la mission jeune, où là on va faire de la prévention dans le milieu scolaire en général, mais aussi dans des garanties jeunes par exemple, voire des missions locales, suivant ce qu'on nous demande. On s'adapte. Et une dernière mission, donc les maraudes, où là, je vous ferai un petit détail un peu plus tard. Tout de suite, c'est bien. Euh, Ça ne te dérange pas? Tu peux nous parler rapidement des maraudes? Ah oui, maraude, pour vous expliquer très simplement, on va être dans Bordeaux en fin de semaine et on va donner des petits conseils liés à la consommation ou en parler en général, voilà, dans le centre de Bordeaux. Okay. Merci beaucoup à vous deux. Donc maintenant, on a quelques questions pour vous. Dans un premier temps, moi, j'aimerais savoir comment devient-on addict? mais du coup, il y a toujours plusieurs facteurs qui mènent à l'addiction. Et en fait, on va souvent se référer à ce qu'on appelle le triangle de Liebenstein, qui va en fait mettre en jeu l'individu, la substance et l'environnement. Et en fait, donc l'individu, ça va être la personne qui on est, comment on se sent, et aussi, mais aussi le facteur génétique qu'on peut avoir, parce que il y a un facteur génétique qui nous rend plus ou moins addicts en général, et aussi pour certaines personnes plus ou moins addictes à certaines substances. Après, la substance en elle-même, des substances différentes, comme Donc, on a un petit problème de connexion. Euh, Est-ce que vous êtes là? Est-ce... ou la consommation de produits ou l'addiction, mais aussi ça peut être par rapport à la période dans laquelle on est dans notre vie. Donc, si on est dans une période difficile, mais on a aussi beaucoup plus de risques de devenir addict.
Et en fait, donc, par rapport à ces 3 points, du coup, individu, produit et environnement, en fait, si l'un de ces trois, donc, 3 angles du coup de triangle, devient trop fort, en fait, c'est là où ça peut mener à l'addiction. Et donc, dans les addictions en général, on va compter souvent ce qui est le plus connu, ça va être sur les drogues, donc que ce soit alcool, tabac, cannabis et plein d'autres. Mais il y a aussi ce qu'on appelle les comportements addictifs, donc qui vont se lier que soit à la nourriture, donc les troubles du comportement alimentaire, je vais réussir, ou alors liés au sexe, à la pornographie, aux écrans, aux achats compulsifs, ou encore les paris sportifs, bien sûr. Merci. Est-ce que vous pouvez nous dire à partir de quand une consommation devient-elle problématique? Alors, en fait, une consommation qui devient problématique, il y a plusieurs façons qu'on peut voir ça. Alors, bon, pour beaucoup de personnes, l'addiction, ça veut peut-être être l'idée que c'est quand tu vas, enfin, je prends l'exemple de boire de l'alcool. Si tu dois boire du vin tous les jours, tu es considéré comme addict, alors que c'est pas nécessairement le cas. En fait, ça devient problématique, enfin, de 2 manières, on peut dire. D'une part, en fait, c'est si, par exemple, tu bois un verre de vin tous les jours, le jour où tu ne peux pas boire ton verre de vin pour X raisons, en fait, c'est comment est-ce que tu vas te sentir? Est-ce que tu vas avoir des symptômes de manque? Est-ce que tu as des changements d'humeur? Et donc ça, déjà, c'est là où on peut commencer à considérer que du coup, c'est une consommation problématique qui risque de mener à l'addiction ou qui est de l'addiction pure. Et aussi, ça va être la question de jusqu'où est-ce qu'on va aller pour avoir du coup ce verre de vin. Est-ce qu'on va abandonner des amis, laisser tomber la famille? Est-ce qu'on va préférer boire son verre de vin au lieu de faire un truc par rapport au boulot? Ou est-ce qu'on même on va mettre en danger sa propre santé? Si par exemple un médecin nous dit qu'il faut qu'on arrête de boire, sinon on risque de se faire des dégâts irréparables, mais qu'on continue de boire. Mais c'est là où on peut aussi considérer que c'est problématique. C'est toute une question de relation par rapport au produit en premier que la question de quantité. Ok, merci beaucoup. Et enfin, ça c'est ma question. Quelles sont les conséquences des addictions? Conséquences, il y en a plusieurs. En premier, il y a sur la santé quand même, souvent, en plus lié aux drogues, mais les autres aussi peuvent avoir des conséquences sur la santé. Ça peut être, pour l'exemple du tabac, très bêtement, ça va être sur des questions de cancer, sur des pertes de sens. Entre autres, pour le tabac, pour le bel exemple, ça fait partie des drogues où on peut perdre tous ses sens. Alors, en même temps, on n'a pas encore vu d'exemple où c'est arrivé, mais en tout cas, chaque sens séparé, oui, on peut, oui. Comme ça, pour la vue, ça va être une sorte de voile blanc. Pour le goût et l'odorat, là où c'est le plus souvent, souvent on sale plus les plats, c'est là où on le voit assez facilement. C'est parce qu'on se brûle un peu tous les papilles gustatives et, et au niveau du nez. Mais voilà, il y a plein de dégâts. Après, plus niveau financier, forcément, parce qu'au niveau des drogues, ça va être assez cher au fur et à mesure. Plus ça dépend aussi de la rareté et autres. Pour les achats compulsifs, facilement, vu qu'on n'arrive pas à s'arrêter, on y place la majorité de son argent dedans parce qu'on veut l'avoir avant les autres problématiques de la vie, ou comme ça peut être l'eau ou se nourrir très bêtement. Et après, il y a un point de vue aussi social où, au fur et à mesure, en fait, on s'isole très bêtement, mais où, en fait, on ne le remarque pas en premier, on le remarque là, souvent après, et où on va prioriser ça toujours en premier. Et donc, que ce soit les sorties avec sa famille, ses amis ou autre, ça va passer en second plan. Et donc, facilement, il y aura des dégâts au niveau social. Et par rapport à la COVID-19, Mathilda, elle a une petite question. Oui, est-ce que vous pouvez nous dire l'impact de la COVID-19 sur les addictions? Est-ce qu'il y a un lien entre les drogues et les plusieurs confinements qu'on avait? Oui, on peut dire qu'il y a eu quand même un lien entre les addictions et le confinement. Mais on peut voir ça. Mais en fait, il y a eu, ça, c'est allé dans les 2 sens. En fait, ça dépend vraiment des personnes. Mais il y a eu beaucoup de consommateurs qui ont profité des confinements pour arrêter totalement que ce soit fumer ou beaucoup diminuer de boire. Et surtout les personnes qui buvaient avaient tendance à beaucoup boire, mais en soirée. Et avec les confinements, ils ont beaucoup réduit. Mais d'un autre côté, il y en a beaucoup qui, vu qu'ils avaient passé beaucoup de temps chez eux à ne rien faire
ou sinon c'était des étudiants en distanciel ou même des salariés en distanciel. Et ben, vu qu'ils faisaient rien apparaître chez eux, ben, c'est post-clope toutes les 5 minutes. Le soir, vu qu'ils peuvent pas aller en bar, boire juste une pinte pour finir le boulot, ben, du coup, ben, ils se tapent l'apéro tout seul. Du coup, il y a clairement eu un impact, et même sur plein d'autres types d'addictions aussi. Même si ben, par rapport aux substances illicites, il y a eu beaucoup de gens réduits parce que la difficulté d'accès ben, les en ont empêchés. Mais après, certains qui n'ont pas trouvé l'accès si difficile que ça ont beaucoup augmenté parce ils avaient plus que ça à faire, en fait. Moi, j'ai juste une question. Est-ce que là, il y a eu la réouverture des bars et des restaurants. Est-ce qu'il y a beaucoup plus de jeunes qui vous appellent ou qui vous contactent pour vous dire, par exemple, que leur consommation, enfin, qui consomment plus, quoi? Est-ce que vous avez... Est-ce qu'on nous appelle? Alors, nous, en tant que service civique, on gère pas vraiment ça. C'est plus en maraude, si on le voit. En maraude, on va pas forcément le voir. Enfin, on l'a pas vu beaucoup plus parce qu'il y a un facteur déjà qui compte dans ceux qui sont, entre guillemets, tombés à beaucoup plus consommer. C'est que ceux-là étaient souvent isolés socialement, du style des étudiants qui sont à Paris dans un petit appartement et où ils ont la famille très loin. Et donc, ils n'ont pas de lien social, ils n'ont pas autre chose à faire que ça quasiment, enfin, où ils ne trouvent pas la solution du moins. Et donc, il y a ça, ce qui fait que nous, on voit des gens déjà qui sortaient. Donc déjà, on avait beaucoup moins ces problématiques. Après, oui, on a quand même eu des gens qui nous ont dit que le fait de ne pas pouvoir voir la suite de leur parcours, ça les stressait, ils ne se sentaient pas bien et donc c'était leur seule solution. Mais oui, on en a vu quelques. Après, la majorité ne sortait pas pour ceux qui sont vraiment tombés dans des grosses consommations, du moins. Merci. Et donc là, maintenant, on va passer aux questions du public qu'on va piocher dans ce petit contenant. Donc, on commence. Donc, alors, en soirée, je suis la seule personne qui ne boit pas. Comment faire pour ne pas être exclue? Alors, mais du coup, donc, bon, première chose à dire, c'est qu'il n'y a pas besoin d'alcool pour passer une bonne soirée. Même pas besoin de drogue en général. Oui, que ce soit oui, alcool ou drogue ou substance. Tant que en fait, c'est avec tes amis, une soirée devrait devrait bien se passer quoi qu'il arrive, enfin, niveau ambiance en tout cas. Après, après l'exclusion, en fait, il y a plusieurs parties. Est-ce que c'est toi qui t'exclus toute seule par rapport parce que tu te sens différent ou parce que tu te sens pas dans la même ambiance qu'eux, ou est-ce que c'est eux qui t'excluent? Mais après, enfin, ouais, je sais pas où je vais en venir avec ça. Mais il y a un peu un moyen où, déjà, quand tu sais que tu vas faire une soirée du style et que tu es avec tes amis, peut-être les prévenir déjà si eux, du style, ne savaient pas que tu buvais, c'est la première soirée que tu es avec eux, par exemple, les prévenir. Comme ça peut permettre aussi de prévoir du style des jeux où, dans tous les cas, là, tu pourras jouer. Parce qu'il y a certains jeux liés surtout au alcool où c'est un peu plus, c'est compréhensible, c'est un peu plus embêtant d'inclure quelqu'un qui ne va pas boire. Parce qu'il y a moins le côté de défi. Mais il n'y a pas besoin de se mettre une pression parce qu'on ne boit pas en soirée. Il n'y a aucune obligation. Vous pouvez largement profiter. Il y a plein de jeux que vous pouvez faire sans et vous vous amuserez autant normalement. Merci. Merci. Ok, je vais poser la prochaine question. Est-ce qu'une addiction peut être héréditaire? Alors, On l'a dit déjà un peu, mais vous pouvez vite fait résumer. ouais, du coup, une addiction peut être héréditaire, mais c'est pas 100% sûr non plus que si tu as un ou deux parents addicts à une substance, que tu vas directement être addict à cette substance. Le facteur environnemental joue quand même beaucoup là-dessus. Après aussi, c'est vrai que si tu as des personnes dans ta famille qui ont mais qui sont susceptibles à l'alcoolisme ou à d'autres addictions, si tu te limites l'usage de ces produits, tu as aussi moins de chances de le faire. Mais après, c'est pas immédiatement que tu vas être addict, addict par rapport à ça. Et il n'y a rien de…
de sûr. Et en plus, il y a aussi une partie, on parle des CPS, donc des compétences psychosociales qui rentrent en compte, qui sont des facteurs qui te permettent de savoir à quel point tu arrives à débrouiller et à soit à faire une autocritique auprès de toi, mais ou alors sur un point de vue social aussi, il y a plein de points et qui permettent aussi de savoir à quel point tu vas plus ou moins être facteur à avoir des addictions. Mais encore, c'est toujours pas un truc sûr. L'environnement compte énormément quand même dans la balance. Prochaine question. Un ami fait une overdose. Que dois-je faire? Alors là, pour une question d'overdose, si vous connaissez déjà les premiers secours, faut pas hésiter à faire ce que vous connaissez, mais faut pas stresser à se dire ah ben je connais pas donc je fais rien. Appelez les services de secours, donc les pompiers ou SAMU. Le 15, le 15, c'est le numéro à retenir dans tous les cas. Et eux pourront vous aider dans tous les cas. Ils vous donneront les procédures à suivre. Ça ira. Même si on va dire que vous êtes avant une overdose, entre guillemets, que vous sentez que vous ne vous sentez pas bien ou que vous voyez une personne qui ne se sent peut-être pas bien, il ne faut pas hésiter à la sortir de la pièce où il y a du bruit, à faire boire de l'eau, à manger. Là, ce sera déjà un bon début. Mais si ça doit arriver, ouais, faut appeler les secours le plus rapidement possible. Aussi, je dirais ne pas hésiter à dire au SAMU ou enfin, au secours quel produit la personne qui fait l'overdose a pris. Parce que je sais que certaines personnes ont peur de dire ce qu'ils ont pris parce qu'ils ont peur que la police se ramène, alors que normalement la police ne va pas venir sur un lieu où il n'y a pas de problème de sécurité pour les secours. Et du coup, c'est très important qu'ils sachent ce que la personne a pris parce que ça les empêche de faire perdre du temps qui pourrait permettre de sauver une vie. Merci, merci. Ok, donc, c'est quoi la différence entre les drogues douces et les drogues dures? Une grande question, ça, toujours. Alors, en fait, c'est une appellation qui n'est pas réelle, entre guillemets. C'est quelque chose qu'on a créé un peu socialement, mais dans le côté médical est vrai, que ce soit l'alcool ou, pour mettre un opposé total, l'héroïne, les deux sont des drogues, les deux sont très impactantes sur le corps et les deux sont très nocifs pour le corps. En fait, le côté douce ou nocive n'a pas vraiment de sens, ce qui fait qu'avoir une différence est compliqué de donner, quoi. Compliqué à donner une vraie différence à part le côté social et acceptation. Ouais. Ok, merci. Merci. Prochaine question. Le GHB est-il vraiment la drogue du violeur? Alors, alors, je ne vais pas du tout nier le fait que le GHB peut être utilisé pour les personnes et du coup, ne faites pas ça, bien sûr. Mais après, je pense que la première drogue du violeur, c'est comme l'alcool. Parce qu'il faut savoir avec le GHB, c'est que contrairement à ce qu'on pense, il n'est pas sans goût. Du coup, ça se sent quand même. Et du coup, si lors d'une soirée, vous vous sentez pas bien, mais que vous avez bu de l'alcool, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est du GHB qui a été mis dedans. Les GHB, il a aussi un grand usage personnel surtout dans la communauté gay pour la pratique qu'on appelle le chemsex, qui est une pratique d'usage de drogue seule, mais du coup, c'est toujours consenti. Mais du coup, ouais, donc, pour répondre à la question, le GHB n'est pas la drogue du violeur. Bon, ça peut toujours servir à ça, je vais pas dire le contraire, mais c'est pas son seul truc. C'est un surnom, mais ce n'est pas la seule et ce n'est pas la première en soi. D'accord, merci pour cette précision. Ok. Le cannabis est une drogue douce, donc ce n'est pas très dangereux, non? Là, vous avez aussi un peu répondu, mais... C'est un peu ça, ouais, on y a un peu répondu. Alors, le cannabis fait partie des drogues où il y a le moins de problèmes addictifs avec, parce que souvent, c'est couplé avec le tabac et c'est plus le tabac sur lequel on va tomber addict que le cannabis. Pour autant, ça peut quand même arriver, hein. On ne dit pas que c'est impossible. Mais ça reste quand même dangereux, surtout l'aspect respiratoire, comme peut être le tabac, mais en plus sur un point de vue du cerveau et autres,
pour le cannabis, quand on en consomme en dessous de 16 ans, c'est des neurones qu'on ne retrouvera jamais. Jusqu'à 21 ans, c'est des neurones qu'on va retrouver, mais pas totalement. Donc, il y a forcément un impact. En plus, si on a des prédispositions à des problèmes schizophréniques, là, ça peut les développer et les empirer. Donc, non, le cannabis, c'est pas si inoffensif qu'on peut le penser. Ok. Est-ce qu'il existe des outils permettant d'évaluer sa consommation de drogue, d'alcool, bref, de substances toxiques? Oui, totalement. Alors, pour contrôler sa consommation, le premier auquel on pense, ça va être ces beaux petits éthylotests. Donc, ça, c'est, je pense, quasiment les plus connus. Où, quand vous avez besoin de conduire, vous saurez si vous dépassez la limite ou pas. Après, pour contrôler sa consommation en plus, il va y avoir les roules-tapailles. Ouais, ça, c'est pour réduire les risques. C'est plus réduire les risques, mais aussi en soi, tu contrôles un peu Non, les potentiels problèmes. enfin, on a aussi des réglettes alcoolémiques que je n'ai pas pris là, mais en fait, ce sont des petites, des petites feuilles qu'on peut faire glisser et calculer un peu le nombre de verres qu'on a pris et le temps d'élimination que ça va, enfin, dans combien de temps est-ce qu'on va éliminer, genre, par exemple, l'alcool. Et aussi, comme c'est similaire que, je sais pas, pour l'équipe du mois sans tabac, il y a aussi une petite roue qui permet de savoir combien est-ce qu'on économise par rapport à ce qu'on achète comme clope. D'habitude, du coup, c'est un peu similaire où ça peut nous servir. Après, je pense que pour vraiment évaluer sa conso, il doit exister des applications pour ça. Je ne les connais pas du haut de ma tête, mais N'hésitez pas à vous renseigner, ouais. il doit en avoir. Ok. Moi, j'ai encore une question. Que faire face à un coma éthylique? Alors, pour le coma éthylique, c'est un peu une forme d'overdose, mais pour l'alcool en soi, comme peut l'être pour d'autres drogues. Ça va être un peu pareil, hein. Les secours vont vous aider, ça c'est sûr et certain, dans la même situation que pour l'overdose, donc de les appeler. Si vous connaissez les gestes de premier secours, les faire, mais dans tous les cas, ils vont vous les indiquer. Allez dans un endroit calme de préférence. Donc, ça va être souvent être la PLS dans les premiers gestes. Mais si c'est un peu avant, pas hésiter à boire de l'eau et bien manger. Quelque chose de sucré de préférence pour l'alcool. De salé, pardon. Que je dis pas de bêtises. Merci, merci. J'ai pris un verre dans un bar. Je peux reprendre la voiture? Alors, donc là, on va donc vous expliquer un peu ce que sont les dose bars. En fait, les dose bars, normalement tous les bars doivent Les respecter. respecter. Et ça va être en fait une unité d'alcool où il y aura toujours, peu importe quel alcool vous prenez, il y aura toujours 0,2 grammes d'alcool pur dans ce verre. Donc, bon, ça c'était un peu mal expliqué, mais c'est-à-dire qu'en fait, dans un demi de bière à genre 5-6 degrés, en fait, donc 25 centilitres, il y aura le même taux d'alcool que dans un verre de vin à 10 centilitres ou dans un verre d'alcool fort, comme de la vodka par exemple, qui sera à 3 centilitres en fait. Et du coup, donc, si tu es jeune conducteur, non, tu ne peux pas prendre la voiture parce que un verre, c'est déjà de trop. Mais si tu es hors du permis A, tu as oui, tu as le droit à un verre d'un bar, c'est la limite dont tu as le droit. Et au-delà de ça, tu peux pas prendre la voiture. Et en petite précision en plus, pour l'exemple des cocktails, les règles sont respectées plus ou moins, dans le sens où ils mettent la dose d'alcool, mais pour chaque alcool. Donc, s'il y a plusieurs alcools, vous avez potentiellement plusieurs doses bars. Et en plus de ça, si du style, vous avez pris 2 verres, mais que vous vous demandez combien de temps il faut pour reprendre la voiture, attendez environ 1h30 et l'alcool que vous avez en trop aura disparu si vous êtes à 2 verres. Il y en aura un qui sera passé.
Ouais, et du coup, pour évaluer ça, n'hésitez pas à aller voir dans nous, quand on maraude en fin de semaine, par exemple, ou aussi on a des collègues comme le Hangover Café qui distribuent du coup des éthylotests, comme ce qu'on vous a montré. Parce qu'on a des éthylotests du coup verts qui sont pour les jeunes conducteurs et les bleus qui sont pour les conducteurs Confirmé. ouais, confirmés. Et du coup, donc, ils pourront aussi vous aider à évaluer si vous n'êtes pas sûr de si vous avez le droit de reprendre la conduite ou pas. Et on a ces gilets-là quand on est en maraude, donc n'hésitez pas à venir nous voir. Voilà, on est blanc avec ce beau petit logo. Voilà. N'hésitez pas. On est gentil normalement. Et comment soigner ces addictions? Quels sont les types d'accompagnement possibles pour faire face à ces addictions, aux addictions? Alors, bon, les types d'accompagnement, c'est un peu ceux que j'avais présentés en présentant le XAPA, surtout. Du coup, ça va être donc, des accompagnements donc, médicaux, donc avec des médecins, des infirmiers, mais aussi des psychologues, des psychiatres. Et aussi, ça va aussi être des accompagnants par des assistants sociaux ou EduxP. Du coup, pour soigner, ce sera un peu un mélange de tout et aussi dépendant de l'individu que ça va changer. En plus, il y aura les médecines alternatives. Ça, il y a une grande part de croyance. Donc, si vous croyez en une des médecines alternatives, par exemple, ça marche pas mal de ce qu'on a entendu sur le tabac, pour le bon exemple. Donc, En médecine alternative, pour ceux qui ne ouais, connaissent pas, est-ce que vous pouvez un peu plus ça peut être de l'hypnose, de l'acupuncture, de la luxiothérapie. Il y en a beaucoup. Mais toutes ces médecines-là peuvent aider. Faut y croire et souvent, on a vu des bons résultats pour les gens qui y croyaient. Hors ça, il y a quand même des petits moyens d'aider à réduire sans forcément passer par un médecin. Pour reprendre l'exemple du tabac, il va y avoir la cigarette électronique qui est utile pour arrêter. Pour remplacer, c'est pas la meilleure solution, hein. Il y a les chewing-gums de nicotine ou les patchs qui vont aussi bien aider. Tout ce qui va être médicaments, souvent, ça va être par les médecins. Donc, parlez-en à votre médecin qui vous redirigera soit vers des XAPA comme nous, on peut avoir, par des CJC, donc des centres de jeunes consommateurs, ou plein d'endroits comme ça qui pourront vous aider dans vos problématiques. Après, dans ce qui est traitement, beaucoup de traitements par rapport à des produits, ça va être surtout des traitements qui vont essayer de limiter les symptômes de manque pour faciliter du coup, à l'individu dans son arrêt. Après aussi, par rapport à certains produits, mais pas tous, c'est aussi les centres de désintox qui peuvent être aussi très pratiques pour certains de se limiter genre, totalement l'accès aux produits pour en ressortir plus fort. Mais, ça peut aussi créer une frustration. C'est pour ça que ça dépend des personnes. Autant aller voir son médecin en premier, en parler, savoir déjà si on est plus ou moins susceptible de pouvoir faire ça ou ça, et il vous donnera la bonne solution. ouais. Mais aussi, en fait, ce qu'il faut savoir par rapport à l'addiction, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule méthode qui va sortir tout le monde de l'addiction. Et aussi, c'est aussi pour ça que c'est aussi bien d'essayer de trouver enfin, pour certaines personnes, de trouver des communautés d'autopartage où les gens peuvent s'entraider et partager leur expérience entre eux pour s'aider. Voilà. Okay. Là, on a encore une question du public. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur le chemsex? Et comment on dit? On dit chemsex ou chemsex? On dit chemsex, comme qui est le mot anglais pour dire chimique en fait. Alors du coup, le chemsex, c'est l'usage de substances psychoactives, donc de drogue, lors de l'acte sexuel. C'est surtout répandu dans le milieu, enfin dans la communauté d'hommes qui couchent avec des hommes, les HSH, comme on les appelle dans le milieu. Et du coup, ça va être souvent l'usage de stimulants, comme ce qu'on appelle donc, des catinones, qui sont des produits qui vont réveiller et aussi développer des sentiments aphrodisiaques, ou aussi de drogues comme le GHB qui, elles vont un peu plus
calmer, mais aussi développer des sentiments aphrodisiaques. Et en fait, donc, ça va être les usagers de chemsex, les chemsexeurs, vont pratiquer ça souvent dans l'espoir de rendre une expérience sexuelle beaucoup plus intense. Mais après, ce qu'il faut savoir, c'est que bon, il y a beaucoup de risques d'addiction avec ça, surtout que c'est un peu une addiction qui peut arriver en trois temps parce qu'on peut soit être addict au chemsex en lui-même, mais ça peut aussi se développer en addiction sexuelle ou se développer d'une addiction sexuelle. Et ça peut aussi être lié à une addiction au produit qui après, on crée l'environnement chemsex pour se donner la raison d'utiliser le produit. Et du coup, ça peut être quand même très, très dangereux. Et par rapport au chemsex, il faut toujours se souvenir qu'il faut déjà du consentement, c'est la première chose à savoir, et aussi toujours bien se protéger, essayer pour limiter le partage d'MST. Et d'IST. Ouais, d'IST. D'accord, merci. Et ça, c'était une question de Grégoire. Pour finir, est-ce que vous avez des conseils que vous pouvez donner à notre audience, au public, aux jeunes? Oui, oui. Déjà, alors, pour parler peut-être en premier de tabac, pour ceux qui vont se poser des questions, si est-ce qu'ils arrêtent, est-ce qu'ils ont envie de réduire et autres, ne pas hésiter à en parler déjà à son médecin, parce que ce sera le premier pour donner les premiers petits conseils. Il y a plein de moyens d'arrêter, en passant par des vraies consultations ou alors par des chewing-gums, comme j'ai parlé avant, ou cigarettes électroniques. Pour le cannabis, on préconise souvent de mettre un filtre sur son joint. Ça permet de réduire l'impact négatif que va avoir le fait de fumer, tout le problème de la combustion. Si vous avez des moyens, parce que ça c'est encore un peu plus cher, d'acheter un vaporisateur qui sera dans la forme, et bien que dans la forme un peu similaire dans une cigarette électronique, je vais réussir. Sauf qu'on va chauffer la tête de cannabis, mélanger avec de l'eau, donc ce sera parfait. Sur un point de vue plus chicha, ça va être pareil, il y a des filtres pour les chichas, ne pas oublier. Ça avec le caloud et d'aérer la pièce pour éviter tous les problèmes de tabagisme passif. Pour rappeler ceux qui ne savent pas ce que c'est le tabagisme passif, c'est le fait de fumer sans fumer. Donc c'est souvent un comportement qui va être répété dans des endroits clos. Donc on évite tout ça. Après, du coup, moi, je vous parlais un peu c'est des conseils par rapport à l'alcool, mais après, bon, c'est des conseils assez bons pour un peu toutes les drogues. Déjà, ça va être boire de l'eau, s'hydrater, parce que je pense il y a très peu de drogues qui ne déshydratent pas. Et notamment l'alcool, c'est très important. Normalement, on essaie de conseiller aux gens de faire un verre d'alcool, un verre d'eau, et aussi bien manger avant. Pour tout ce qui est aussi limiter les risques d'addiction en général avec n'importe quel produit, c'est vraiment limiter la fréquence, éviter de consommer des choses seules chez soi parce que du coup on crée un environnement où on se sent safe de consommer et le problème c'est que vu que c'est chez nous, on y est tous les jours et du coup il y a beaucoup de risques qu'on augmente la fréquentation et que enfin la consommation et que du coup ça mène jusqu'à l'addiction. Après d'autres conseils aussi par rapport si vous consommez des substances un peu plus moins préconisées par la société comme cocaïne ou choses qui peuvent être significativement injectées, genre utiliser du matériel stérile, c'est le truc le plus important. Utiliser du coup des rouleaux à paille, Kylian en parlait un peu tout à l'heure en fait, ce qui sont des petits chéquiers avec des feuilles qui n'ont pas d'encre, ou si c'est de l'encre, c'est de l'encre alimentaire. Parce que si vous sniffez avec un biais ou avec une feuille sale, vous avez beaucoup de risques d'infection. Et bien sûr, le grand avantage aussi, c'est qu'une fois que vous avez fait ce que vous avez à faire, vous jetez ça directement pour éviter le partage, parce qu'en fait, beaucoup d'outils pour utiliser pour prendre des substances peuvent aussi propager des MST ou des IST si on les partage. Et pareil pour tout ce qui va être injection ou inhalation. N'hésitez pas à aller voir un CARUD ou un centre qui peut vous distribuer du matériel stérile gratuitement pour éviter le partage et les risques d'infection. Et tout ce qui est en comprimé, spécialement si c'est vos premières fois,
de les couper en plusieurs petits bouts Ouais, pour aller au fur et à mesure. Oui, oui, si vous testez quelque chose pour la première fois, ne prenez jamais des doses aussi fortes que des habitués. Toujours fractionner. Je vous conseillerais aussi de noter combien vous en prenez, à quelle heure, pour vraiment savoir ce que vous avez pris, quand vous avez pris, parce que c'est quand même très, très important. Et pour limiter la fréquence de dose, toujours bien attendre que les effets fassent effet, ne attendre genre au moins 1 heure et demie que les effets arrivent, ne pas en reprendre directement si au bout de 10 minutes on n'a pas les effets qu'on voulait. Et voilà. Mais on pourra aller pendant des heures sur les conseils qu'on pourrait donner. Si vous en voulez plein d'autres, n'hésitez pas à nous suivre sur notre compte Instagram, le TAF33. On a essayé de parler de plein de sujets pour essayer d'aider un maximum de personnes. Ok. On vous remercie en tout cas pour votre intervention. Sachez donc notre Facebook Live et vous, le public, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir au sein de nos structures, InfoJeunes, Bordeaux, Limoges et Poitiers, ou encore à nous écrire via nos réseaux sociaux, donc Facebook, Twitter, Insta, et aussi à Addiction France. Voilà, donc écrivez-nous. Et puis, on se dit à la prochaine pour un autre Facebook Live et à bientôt. À bientôt. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée.